Bienvenue donc dans cette émission. Nous sommes dimanche 5 mai 2024. Forum des médias, votre émission va tourner autour des différents sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Vous l'avez suivi, vendredi 3 mai 2024, plusieurs bombes ont été larguées à Goma provenant des positions des rebelles rwandais du M23 dans les territoires de Massissi. Vous avez également suivi en visite officielle de 72 heures en France, Félix-Antoine Tshisekedi et Emmanuel Macron ont donné une conférence de presse au centre de leur discussion, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous allons également parler de l'élection des gouverneurs et des sénateurs, surtout les défis qui attendent le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté, vous les vivez de manière quotidienne. Il y a beaucoup. Ce gouverneur a beaucoup de chats fouettés. Pourquoi ne pas dire des buffles? Alors, autour de cette table, nous allons analyser point par point et il y aura évidemment les biscuits que moi j'appelle peut-être, si ce ne sont pas des biscuits, ça serait peut-être des pains à pouvoir vous nourrir avec. Voilà. Pour y arriver, je vous présente d'abord mes invités. Ils sont là. On me dit pourquoi je continue à avoir des invités permanents. Je devrais ouvrir le cercle. Alors, je dirais que le cercle est ouvert, pas grandement ouvert, pourvu que les gens qui viendront, ceux qui viendront pour participer à cette émission, puissent avoir de la hauteur et leurs analyses puissent avoir de la profondeur. Donc, c'est ça. Et d'emblée, je voudrais remercier ces téléspectateurs qui nous a dit qu'à chaque fois, quand il y a forum des médias, il est là, scotché devant la télé, et il dit que ce forum des médias, c'est une sorte d'encyclopédie, que ce soit sur le plan politique, économique et socioculturel. Donc il me demande de vous dire, de vous transmettre des félicitations. Alors, Monsieur Lokaka, Jean Lokaka, bonsoir. Bonsoir, merci infiniment. Ok, ça vous fait chaud au cœur quand même quand on reconnaît la pertinence des analyses que vous tenez autour de cette table. Ça nourrit l'intellect du peuple congolais. Oui, je vous remercie. Nous saluons les téléspectateurs. Nous saluons nos co-débatteurs. Un grand merci et honneur pour ce Congolais patriote qui entre dans le cadre d'un front patriotique congolais qui est à relever pour le moment. Et nous sommes là pour analyser et philosopher pour le pays et la République. Aux Congolais conscients, c'est l'essentiel de notre apport par rapport à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et nous disons merci et nous réitérons nos appels pour les autres. Il y a ceux qui sont plus que nous, qui sont dans des maisons. Ils peuvent venir. D'accord. Merci infiniment. Merci. Ça fait longtemps que je vous ai vu, monsieur. Je suis en train de chercher le numéro... votre numéro de 11-13. 11-13. Comment vous allez? On fait aller un peu à l'image de la République démocratique du Congo, oui. À dents de scie. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais je ne vois pas le métis. Pour lui, vous êtes métis. Métis. Oui, le métis, pour moi, il est en face. Vous allez bien? On fait aller, malgré les difficultés qu'on rencontre au quotidien, notamment au niveau de la circulation, où tout le monde paye. Notamment nous qui habitons l'Ouest, c'est impossible de pouvoir, on tourne en rond par moment pour aboutir à une sortie. C'est pas évident. Mais je voulais aussi enchaîner par rapport à cet auditeur ou téléspectateur plutôt, qui a dit quelque chose d'intéressant. J'aurais voulu aussi que nos autorités puissent aussi prendre langue avec le Forum des médias, puissent aussi dire ce qu'ils en pensent et éventuellement se servir de forum de médias pour pouvoir compléter un peu les conseils de nos conseillers qui sont à la présidence ou ailleurs, puisqu'on peut aussi être un forum qui apporte dans la connaissance, dans la science. La science, c'est pas seulement les mathématiques ou la physique, mais c'est aussi ce qu'on peut imaginer. Je pense qu'on en parlera. Le voyage du président de la République en France. On a vu qu'il y avait une carence. Il y avait une carence au niveau de la science. On n'a pas très bien préparé ce voyage-là.
on vient poser le problème alors qu'on pouvait au préalable préparer le marché français, préparer les entreprises françaises au travers le MEDEF, qui est l'équivalent de FEC ici, Fédération des entreprises, pour que quand le président arrive, que les choses soient déjà bien balisées, etc. Donc, Forum des médias peut servir au travers de certaines de ces émissions ou certains sujets de pouvoir programmer un certain nombre de choses pour compléter un peu le savoir de nos dirigeants. Voilà. Ok. Alors, je voudrais dire merci au général Chiwewe qui suit cette émission. Il a également réagi positivement. Il a demandé à ce que les autorités également puissent suivre tout ce que vous développez ici autour de cette table. Merci beaucoup, mon général. Oui, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Je voudrais ici, comme petit biscuit, comme vous avez parlé du général Chiwewe, je vais demander une implication personnelle du général Chiwewe, ainsi que d'une collaboration franche avec les directeurs généraux de l'ONATRA. Plusieurs Congolais citoyens m'ont appelé pour me dire comment est-ce qu'ils étaient victimes de plusieurs tracasseries la nuit, le tronçon au commandement vers l'entrée du camp Kokolo. Je voudrais ici dire à ceux qui ne le savent pas, le tronçon qui comprend l'université Izipa jusqu'à la haute cour militaire, c'est un quartier civil, parce que c'est un camp de l'ONATRA. Ceux qui y habitent, ce sont les directeurs de l'ONATRA. Malheureusement, il y a des villas aujourd'hui qui sont équipées par des officiers supérieurs. Il semble qu'il y aurait eu un contrat avec l'ONATRA parce que, vu l'état des choses, par voie des faits, il s'est établi un contrat qui, malheureusement, la prestation et le paiement ne suivent pas. Le camp militaire Kokolo va au niveau de l'avenue qui est derrière Prince de Liège. Il y a une avenue qu'on appelait à l'époque Sergent Mouquet. Et c'est là que commence le camp militaire Kokolo. Les citoyens qui sont au niveau du camp de l'ONATRA m'ont fait savoir qu'eux, ils sont dans un quartier civil, quoique étant approximatif de l'état-major général. Mais chaque nuit, à partir des 22h, ils sont victimes de tracasseries de certains agents de l'ordre. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que, au lieu de faire la patrouille dans les milieux indiqués, ça veut dire le camp militaire Kokolo, qui est compris au niveau de la barrière, ça veut dire le camp des officiers, jusque dans l'enclos, partout, mais ils sortent jusqu'au niveau du camp de l'ONATRA pour tracasser les paisibles citoyens. Parfois, ils perdent de l'argent, parfois, ils perdent leur téléphone. Je voudrais ici que le général Chiwewe, mon général avec tout le respect, en compagnie avec le directeur général de l'ONATRA, voie dans quelle mesure régler cette situation qui met nos paisibles citoyens dans une insécurité criante. D'accord, merci. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, vous allez bien? Pas vraiment, je fais un peu de malaria. Là, j'ai un bouton, je fais comme signe là. Mais également très touché par ce qui s'est passé à Goma. On va en parler tantôt, merci. Mais je salue tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, monsieur Ngambi, comment vous allez? Très bien, madame. Je salue mes co-débatteurs, je salue les téléspectateurs. Je pense que je salue également celui qui nous a fait cet honneur de nous apprécier. Il n'est pas le seul, c'est une multitude. Nous apportons ce qui pouvait être nôtre à la construction de la République démocratique du Congo et je pense que nous allons continuer à le faire. Merci beaucoup pour le téléspectateur. Ok. Mami Ambongo, vous allez bien? Bonjour madame et bonjour aux téléspectateurs. Je me porte bien, je vous remercie pour l'invitation, pour le choix que vous portez à ma modeste personne. Je voudrais simplement encourager les différentes personnes qui ont postulé comme sénatrices et sénateurs et que ça n'a pas été pour eux. Elles ne doivent pas se décourager, la vie continue malgré tout ce qui s'est passé autour de ces élections. La vie continue, on peut continuer à vivre sans pour autant devenir sénatrice ou sénateur. Ok. Oui, monsieur Herry. Oui, merci Bonsoir. beaucoup, madame, pour la parole. Je vous encourage, vous d'abord, pour la ténacité, la détermination que vous avez pour tenir ces plateaux. Et aussi, je salue tous mes collaborateurs, mes co-débatteurs, pourquoi pas tous ces téléspectateurs qui nous suivent partout ailleurs dans le monde. Et aussi, mes pensées vont vers Mugunga. C'est pas pour rien que j'ai mis une chemise noire. C'est pour partager, être de cœur avec la population de Mugunga. D'accord. Professeur Kassongo Munganga, bonsoir. Bonsoir, Madame Josette.
Et comme notre émission, c'est une émission d'information et de formation, et que nous n'aurons pas tout le temps à parler des problèmes économiques, je voudrais justement aider nos téléspectateurs pour les problèmes concernant le programme. Alors, ceux qui ont les moyens. Le programme avec les institutions de Bretton Woods, parce que nous sommes, toute notre économie, nous sommes sous programme depuis 1975. Tout ça, ce que nous faisons, c'est en rapport avec tous les programmes que nous faisons doivent se conformer au programme que nous avons fait avec le FMI. Alors, maintenant, tout ce que vous voyez à la Banque centrale ou au ministère des Finances, il se base essentiellement sur la formation, les stages qu'ils ont au niveau du Fonds monétaire international. Oui. Alors, normalement, c'est ce document qui est un document de base. Alors, parmi les auteurs ici, les autres sont étrangers, mais il y a une Congolaise parmi ces auteurs ici. La Congolaise, c'est Kabedi Malangu, qui est gouverneur de la Banque centrale. L'actuel gouverneur de la Banque centrale. Il n'y a personne, justement, qui a l'expérience de Mme Malangu Kabedi. Alors, quand ils ont ça, ils sauront toujours comment on élabore le programme financier. Et maintenant, quand on fait le programme, notre pays s'engage à respecter ce programme. Et ça, ils peuvent passer au ministère des Finances. Ils demandent ce qu'on appelle lettre d'intention. Donc, lettre d'intention, là, ils vont voir que tout ce que nous faisons, c'est conforme au programme fait avec le FMI. Alors, au jour le jour, pour voir si justement ces engagements sont respectés, pour ça, ils doivent passer. Donc, c'est à la Banque centrale, il y a chaque semaine ce qu'on appelle note de conjoncture économique. Et ça, on a acheté à la Banque centrale, mais maintenant, ça ne vaut même pas la peine d'aller encore à la Banque centrale, justement, dans nos... dans les sites, justement, vous regardez Banque centrale, publication, note de conjoncture, ils peuvent avoir ça. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un ancien fonctionnaire de la Banque centrale. Je suis un retraité de la Banque centrale. Même pour les soins de santé, c'est la Banque centrale qui me prend pour moi et mon épouse. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Nous l'avons dit à l'introduction de cette émission. Vous avez suivi. À ce titre-là, madame, si vous me permettez, je n'ai pas toujours à parler de mon passé. D'autres fait le cas que c'est seulement que j'étais attaché au CSC. Non, mais pour compte de la Banque centrale, j'ai à diriger aussi même la Société financière de développement, la SOFIDE. Il s'est bien vendu. Merci beaucoup. C'était l'occasion qu'on vous a donnée. Voilà, je l'ai dit à l'introduction de cette émission que nous avons tous assisté à ces drames. Je ne sais pas, nous allons demander à la réalisation d'abord de nous situer parce que c'est dur à vivre, à voir et puis sûrement nous aurons quelque chose à dire là-dessus. Les images sont très très sensibles, mais nous allons le voir parce que la vidéo est déjà devenue virale sur les réseaux sociaux. La réalisation. Mtoto mamake anakufa. Sio mamake kwa barabara. Mamake nyongo anakufa. Mtoto wa hivi. Sasa hapa il faut tupate chef wa site comme ça abakamate ule mtoto à disposition. Mamake analala hapa. Mamake ananguka na mtoto mgongo. Kisha ule mtoto mtaa pasuka hapa. Mamake na kamtawala kaki kakakupale. On a mtoto wanaacha Mungu. L'État congolais, il a fait du béton.
L'État congolais. Maman l'État congolais veut nous aider à Goma. À Goma, ça ne va pas vraiment, ça ne va pas ici à Goma. Veut nous aider. Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leurs supplétifs M23, hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'enterrement des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Voilà, c'est pas toujours de gaieté des cœurs de commencer l'émission avec des images pareilles. Mon colonel, voilà, une fois de plus, les ennemis de la RDC ont frappé. Madame, c'est dur. Il y a quelqu'un qui disait, ça doit être Mosée Laurent Désiré Kabila, un Congo faible est une Afrique sans cœur. Le Congo aujourd'hui, plus qu'hier, montre le spectacle tragique d'un pays trahi, humilié et exsangue. Et ce qui est grave, c'est avec la complicité de ses fils. Il n'y a pas longtemps, nous sortons d'un cycle électoral. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres. Ce peuple-là, il n'est pas victime, il est complice. Madame, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment espérer sortir ce Congo guéri, d'abord de cette exigence, si vous voulez, de cette velléité extérieure. Nous passons beaucoup de temps
dans les accessoires au lieu d'aller sur l'essentiel. Et nous avons mis beaucoup de temps pour espérer une solution qui viendrait de l'extérieur. Pendant que nous prenons beaucoup de temps, l'ennemi est en train d'avancer. On a parlé de la réponse idéale qui proviendrait de ceux-là qui commandent. Mon colonel, jusqu'à quand? Et quand est-ce qu'on doit répondre de manière rigoureuse et musclée? D'abord, en suivant le général, je constate que c'est une déclaration politique, mais pas militaire. Bon, je comprends parce qu'il est gouverneur. Militaire? Non, il est gouverneur, oui, il parle en tant que politique. Je n'ai pas senti une déclaration d'un militaire, parce qu'il faut une attitude martiale que je n'ai pas vue sur la photo. Madame, la réponse, c'est comme j'ai dit ici, chaque pays qui se dit souverain doit avoir une doctrine stratégique en matière de défense, en matière de terrorisme. Et tout est planifié, tout est programmé. Nous sommes un pays en guerre. Mais je pense que la confusion qui continue à régner jusqu'à aujourd'hui, le Congolais ne connaît pas son ennemi aujourd'hui. Et les choses continuent à traîner. La nouvelle politique de défense devrait se traduire par ce que j'appellerais la conceptualisation de la pensée stratégique qui doit guider la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo. Je veux vous dire, madame, que les 18 ans durant du régime passé, l'armée n'a plus existé. Tout ce qu'on dit ici, voilà, il y a eu tel, il y a... Non. Même sur le plan stratégie de défense. Nous avons vécu pendant la Deuxième République, nous savons ce que nous avions comme stratégie de défense de notre pays. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous avons 10 500 kilomètres de frontières avec nos voisins. Et en particulier avec le Rwanda, nous avons 217 kilomètres de frontières, où vous avez 60 kilomètres terrestres, 75 couverts par les montagnes. C'est accidenté. Et de l'autre côté, les 70, c'est couvert par le lac Kivu. Madame, quand vous allez, mettez-vous à Bukavu ou quand, comment ça s'appelle encore, j'ai oublié le nom, vous voyez la Ruzizi en train de passer. Et vous allez remarquer que de l'autre côté du Rwanda, la frontière est complètement protégée. Mais chez nous ici, c'est difficile. Même quand vous êtes sur Kamanyola. Donc, tout le long, les gens de Kivu, pour aller au Burundi, ils doivent traverser au Rwanda pour arriver à Bujumbura. Alors que nous avons une route, Kamanyola, on pouvait arriver jusqu'à Uvira là-bas. Madame, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut constater malheureusement que nous l'avons souligné pendant le premier mandat, nous avons insisté sur la réforme qu'on devait avoir. Mais en temps de guerre, on a beaucoup parlé de la montée en puissance de nos forces armées. Il s'est agi de quoi exactement? Nous avons proposé qu'il y ait ce qu'on appelle une restructuration du haut commandement de l'armée
en attendant, parce que la réforme, elle prend beaucoup de temps. Une réforme en profondeur, elle peut prendre 2 ans pour avoir une armée au point. Mais, dans le cas d'espèce, nous avons besoin de restructurer les hauts commandements de l'armée parce que, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a beaucoup de traîtres, etc. Et j'insiste pour dire que la guerre, les traîtres, c'est plus que ici, à Kinshasa, que là-bas. Je vais revenir à vous. Oui, monsieur Ngambi, l'ennemi, c'est comme si lui, il se prépare en conséquence quand il faut attaquer. Et c'est un camp de réfugiés. Ce sont les enfants et les femmes qui sont victimes. Quel est le message qu'ils ont voulu envoyer? On est dans 2 approches. Hein. L'ennemi sait que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et le Congo joue à tout instant par une stratégie défensive, en train d'attendre les attaquants pour relancer. Et ce n'est pas une bonne stratégie, même en football. Il faut attaquer pour bien défendre, se défendre. Et dégager ce qu'on appelle le grand rectangle. À ce moment-là, et les défenseurs et les gardiens peuvent bien respirer et surveiller le match. Je vais dans le cadre pour comprendre. Alors, mais je me pose une forte question. Qu'est-ce que les troupes de l'EAC sont parties? Remplacées par les troupes de la SADC, qui ont fait quand même des exploits en 2013 contre le M23. Mais apparemment, comme s'il y a un jeu qui se joue contre la République démocratique du Congo, même avec la sous-région. Depuis la rencontre du président Ramaphosa avec le président Kagame, qui est sorti avec un discours pour dire la situation devrait être réglée politiquement que militairement. Je sens une certaine passivité. Je ne comprends pas personnellement et pourquoi. Deuxièmement, c'est regrettable. Même notre armée, pour sursaut d'orgueil, ne devrait pas attendre 48 heures pour réagir. Parce qu'on sait que ces bombes qui tombent sur Goma, les militaires savent ça part d'où pour arriver sur Goma. Les militaires savent l'origine. Et pour réagir, répondre, si c'est sur une colline que ces bombes partent pour attaquer, tomber sur Goma, si sur une vallée, dans une vallée que ça part, on a rapidement pour une armée, on n'a pas besoin de faire des communiqués, attendre les instructions de sessions opérationnelles. Ça ne donne pas quand même pas la fierté aux Congolais. L'armée doit rassurer, pas en termes de plusieurs communiqués, non, avec nos partenaires, nous sommes en train d'atterrir dignement. Comment on enterre dignement les morts? Dignement les morts là, avec 14 draps pour un corps. Même si vous mettez un cercueil qui vous coûterait 14 000 $, vous pensez que celui qui a été touché de l'obus est dignement enterré? Ça pose un problème. Parce qu'une guerre se gagne également psychologiquement. Quand vous parlez de terroristes, il y a une manière de répondre aux terroristes. Il faut créer également la terreur dans son camp. Mais on laisse chaque jour, alors les militaires font des communiqués. Alors je pense qu'ils devraient prendre la place de Mouyaya pour bien faire. Parce que celui qui est bien chargé de faire des communiqués, c'est Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias. Porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Donc je pense que notre armée doit nous rassurer. Parce que de mon analyse personnelle, j'ai examiné déjà qu'au regard de la trésorerie, au regard de finances et de notre économie, une longue guerre ruinerait beaucoup plus la République. Il faut rapidement mettre fin à la guerre et l'armée doit jouer ce rôle-là pour permettre à la République de respirer. Sinon, madame, si la guerre nous fait 3 ans encore, 4 ans de guerre parce que nous ne recevons pas d'appui des autres puissances. Comme un pays sous-développé, un pays en voie de développement, avec une économie de ramassage et de cueillette,
Donc on ne peut pas répondre à une situation sécuritaire qui prendrait pendant 4 ans en train de prendre pratiquement la moitié du budget. Aujourd'hui, déjà, les fonctionnaires de l'État on ne les sont, sent, pas, ils sont payés à la date, à temps. Nous, là, depuis ils doivent serrer la ceinture parce qu'il y a l'effort de guerre. Le mois d'avril, jusque-là, n'est pas encore payé. Et donc, jusque-là, le mois de mars, nous sommes au mois d'avril, mais le mois de mars n'est pas encore payé. Et donc, vous comprenez que si ça prend... au mois de mai. Demain, cette situation, si ça prend 5 ans, quel sera avec notre état économique pour répondre, ça sera grave. Et donc, pour répondre que notre stratégie gagne, il faut que l'armée accompagne la politique diplomatique. J'ai toujours dit, pendant la guerre, la diplomatie doit être une autre version des conquêtes militaires. C'est l'armée qui établit le rapport de force sur le terrain pour bien permettre aux diplomates de négocier en position de force. Si pendant que vous négociez, les villages sont occupés par ce qu'on appelle les agresseurs, ils prennent la version de force par rapport à notre option diplomatique de faire la guerre. Donc je pense que c'est que je plaiderais vraiment que, papa colonel, demandez à vos frères qui sont des généraux là-bas, si nous avions cru également fermement que lorsqu'on a un général qui est gouverneur, il ne s'arrête pas d'aller dire « j'ai construit la route ». Mais on n'a pas envoyé comme gouverneur pour construire les routes. Il n'est pas envoyé pour dire « j'ai augmenté les recettes de la province ». Est-ce que vraiment nous avons envoyé un général militaire pour qu'il nous fasse le compte rendu qu'il a augmenté les recettes de la province? Mais il doit nous dire comme stratégie, comme gouverneur. On a même à Dangomala, même les bourgmestres sont des policiers, non? Oui. Les bourgmestres sont des policiers. L'administrateur du territoire, tout ça, sont soit des militaires suivis des policiers. Mais à quoi ça sert à tout ça, ce que nous disons, voilà, nos partenaires, on a parlé avec nos partenaires pour enterrer dignement. Ce mot-là doit être... Ce n'est pas le militaire qui doit dire on va enterrer dignement. Est-ce qu'un militaire qui meurt au front l'enterre dignement? Voilà, merci beaucoup. Deux fois, ça révolte, oui. Monsieur Jean Lokaka, finalement, la réponse idéale dont a parlé tout à l'heure, la vidéo qu'on vient de suivre du gouverneur, c'est la diplomatie. Et qu'est-ce que la diplomatie a produit jusque-là? Je vous remercie. Je remercie ceux qui ont intervenu. Je crois que le Congo de Mbombianda, de Kimbangu, de Kimpavita souffre d'un virus de la somnolence. C'est vraiment un problème de l'organisation, madame. Moi, j'insiste. Ça fait 10 à 15 ans que j'insiste sur un plan stratégique de développement et d'industrialisation. Ceux qui sont en 6e année des humanités savent qu'il y a une notion qui dérange tous les élèves, c'est la notion de tout. La notion de tout. Tout pose problème au Congo. Tout. Tout. Vous parlez de l'armée, la nourriture, le logement, le transport, l'enseignement. Il faut un plan d'études parce que tout pose problème. Tout. Et ce tout-là est dans l'organisation. Je ne parle pas de la diplomatie. Quand vous entrez au camp Kokolo, mon colonel, moi j'ai visité 2 camps militaires en Chine. Tu sens vraiment que ces gens ici se préparent pour gagner le monde. Entrez seulement au camp Kokolo, tu sauras qu'il y a un problème de l'armée. Non, visitez seulement le cas. Et dans la recherche, on prend un cas en termes d'échantillon. On entre seulement au camp Kokolo. Vous visitez seulement le camp Kokolo. Vous aurez l'idée si on va gagner la guerre. Donc, tous les Congolais, les Quinois, veuillez solliciter de visiter seulement le camp Kokolo. Tu as l'idée, est-ce qu'on peut gagner? Je reviens pour dire, comme recommandation et solution, il y a seulement l'institution président de la République, hein? Président de la République, qui fonctionne.
les deux institutions stratégiques, le Parlement et le gouvernement, jusque-là, ont des problèmes. On n'a pas un bureau définitif. Quand? On ne sait pas. Je ne sais pas si j'ai un problème d'administration parce que le professeur Bola Mouyer Oyong, qui m'a enseigné l'administration, fait à Kinshasa, l'ordonnance entre en vigueur à ça, abroge les dispositions antérieures et entre en vigueur à la date de sa signature. Vous avez deux premiers ministres. On a des c'est des problèmes de forme que tout le monde observe. Quand est-ce que le gouvernement va entrer en fonction? Quand? Le Parlement a un problème, le gouvernement. Maintenant, ceux qui gèrent les affaires courantes, le professeur Kassongo doit être investi au préalable. Quand quelqu'un gère les affaires courantes en administration, il y a des décisions auxquelles lui ne doit pas prendre. Maintenant, comme on a bombardé Goma, le ministre de la Défense peut décider en vertu de... parce qu'il gère les affaires courantes. Et le cas serait un cas extrême de guerre, colonel Long. C'est le cas de guerre, c'est une provocation. Il faut une décision d'État. Mais le département d'État gère les affaires courantes. D'où, je ne sais pas si je rêve, il y a un problème sérieux d'organisation de la cité qu'on appelle l'État. L'État congolais doit avoir un gouvernement qui décide. Ça serait investi au Parlement. Quand? On ne sait pas. Pépimbo soit renvoyé, je ne sais pas la date, si c'est fixé. À une date ultérieure. Ultérieure, le mot français. Mais c'est sérieux que les matières telles que présentées nécessitent des décisions d'État. Alors, est-ce qu'il faut une mise en place du gouvernement, une mise en place du Parlement pour avoir la réponse? Parce qu'avec ça, il faut une réponse. De deux, moi je proposais, je ne sais pas, je serais attribué à d'autres, un fonds patriotique congolais. Mais là, je rejoins ce que le colonel a dit sur le feu Laurent Désiré Kabila. L'autodéfense populaire. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait l'éveil patriotique à l'autodéfense populaire. Tous les Congolais doivent s'engager à défendre la patrie. L'autodéfense, c'est dans les avenues. Il faut qu'il y ait une unité de défense de la patrie. Les Congolais ne surveillent pas les autres. Vous pouvez observer tout le monde. Même si on aura la carte d'identité, 5 personnes viendront témoigner. Mais les 5 personnes peuvent être maliens, ils se constituent, ils vont témoigner sur... Il y a un problème. Qui surveille qui, et pour faire quoi, où, comment? La nécessité de créer un centre de sécurité et d'intelligence. Parce que nous avons une agence nationale de renseignement. Moi, j'insiste toujours. J'ai lu la sécurité publique. Nous sommes formés sur la sécurité aussi. L'agence, c'est les échanges d'informations. Quand Mossad a besoin d'informations, notre agence peut échanger l'information. Mais pour protéger la cybernétique, le porteur robot du Congo, il faut un centre de sécurité et d'intelligence. Pour faire les analyses que professeur Kassongo Munganga est monétariste, comment veiller sur la monnaie en RDC, les analyses. Il est expert dans un bureau logé avec tout, qui ont travaillé pendant ce temps là-bas. Ils vont veiller. Il ne doit pas partir se balader en Chine ou aux États-Unis parce qu'il dit j'ai travaillé, j'étais retraité. Non, il ne doit pas partir, sinon il y a fuite d'informations. Professeur Ngambi, historien, non, il doit étudier les crânes de gens de Bouta par rapport aux crânes des gens de Mayumbe. Ce sont les mêmes crânes. Et anthropologiquement parlant, non, il doit être payé ailleurs.
pense que Vumbi Moudimbe nous a dit une fois à l'Unikine par une conférence, il dit « Je me baladais ici, personne ne s'occupait de moi. » Alors, j'étais là. Une fois, vous étiez là, merci. Je me retrouve aux États-Unis. Voici comment les petits Américains sont en train de me garder. J'étais dans la salle, je me dis, fuite des capitaux. La haute, il dit, ils ont su que je suis intelligent. Et les Américains le protègent parce que, à partir de ces analyses, ils nous gèrent aussi. Mais les Congolais. Il dit, regarde comment on me protège. Mais le Congo de mon pays, pour protéger Maître Djamba, Papa Luangi. Tu vois, le problème est à ce niveau-là, l'organisation. Okay. Il faut un centre d'intelligence. Et je crois que la réponse est politique. Et au niveau de l'institution qu'on appelle président de la République. Parce que l'État n'a jamais manqué de moyens. Le professeur Kamsongo va intervenir. Moi, j'ai eu le professeur Mwabila Malela dans les théories de dépendance. Je suis parmi les gens qui pensent qu'on ne peut pas emprunter de l'argent et avoir tout ce qui vient de l'extérieur. Et donc, si l'État manque de l'argent, on suppose que le manager qu'on a placé au sommet doit quitter. Je vais paraphraser Nsamano Lutu. C'est cette capacité de créer dans l'innovation, de capter. Il doit se demander où se trouve l'argent pour payer les fonctionnaires. Et que faut-il faire? Et cet argent est logé où? Dans les minéraux. À ces minéraux-là, comment vendre ça? Et je me dis, c'est un problème d'organisation, une culture managériale pour résoudre. C'est de la guerre. Et vous avez cité Apple, Google, les enjeux stratégiques de la guerre, là où le président est parti. Et à cet aspect, je vais citer madame, je m'excuse, on ne les combat pas dans des procès. Parce qu'ils sont des humanoïdes. C'est eux qui tuent les présidents. Le mot est simple. C'est ces humanoïdes. Mais nous avons l'enjeu stratégique pour gérer ces humanoïdes ici. C'est la francophonie. Le plus grand pays francophone, auquel le Rwanda est devenu anglophone, par intelligence stratégique à un secrétaire général de la francophonie. Premier enjeu, c'était de solliciter la gestion de la francophonie. Et c'est dans les échanges culturels que le problème de sécurité, et c'est de là où la diplomatie intervient dans l'enjeu de la francophonie. Okay. D'accord, ça va, merci beaucoup. Donc le problème, la réponse est politique. Alors dans la politique, nous voyons la diplomatie aujourd'hui, parce que le président de la République, M. Herry, l'avait dit à la moindre escarmouche, donc on n'est plus là. On a changé de paradigme et aujourd'hui, nous sommes là en train d'assister à tous ces massacres, cette drame qui a encore endeuillé la République démocratique du Congo. Quelle est finalement la réponse qu'il faut dans un court délai? Parce que les institutions... voilà. Merci beaucoup, madame, pour la parole. La République est amputée dans un premier temps des deux institutions. Il ne reste que la présidence maintenant. Oui. En fait, on dit qu'il n'y a pas un État fort sans une armée puissante. Et une armée puissante, c'est une armée qui est dissuasive et offensive. Il est temps d'élever des options, comme je l'ai dit. Il est temps d'élever des options douloureuses, qui va faire mal, qui va faire parler, mais qui seront saluteurs pour le peuple. Au cas contraire, notre laxisme ferait penser soit à une complicité, soit à une traîtrise, ou soit à un manque de maîtrise de la situation. Madame, à cet instant, vous savez,
quand la France a été occupée, Général de Gaulle et quelques Français ont fui en Angleterre. Il y a un temps où il fallait un sursaut patriotique pour reconquérir la France. Général de Gaulle, il devrait avoir une branche des renseignements. Ouais. Il a fait appel à un monsieur qui s'appelait Passy, un ingénieur. Ouais. Il lui a dit, j'ai besoin que tu me crées un service de renseignement. Passy rentre, il raisonne, il dit, de Gaulle, j'ai raisonné par rapport à ce que vous m'aviez dit, mais il me faut les moyens communicationnels, il me faut les moyens humains et il me faut les moyens financiers. De Gaulle lui a dit, les moyens financiers, je n'en ai pas. Les moyens de communication, je n'en ai pas. Les moyens humains, sûr qu'il est en Angleterre ici, vous trouverez des Français. Donc, vous pouvez recruter. Quelque temps après, un service de renseignement a été mis en place. Et vous connaissez la suite par après. Aujourd'hui, moi, je me pose une question de savoir, est-ce que dans les zones où les forces rwandaises se trouvent, il n'y a pas de Congolais qui peuvent servir la cause de notre nation? S'il y a des Congolais, pourquoi ils ne sont pas utilisés comme informateurs en faveur de leur patrie? Est-ce que c'est du laxisme au niveau de notre armée ou une complicité ou un manque de maîtrise de la situation? Ici, moi je voudrais un sursaut du genre Mamadou Ndala. Quelqu'un qui va désobéir aux ordres de Kinshasa, quelqu'un qui va désobéir aux ordres donnés par Goma ou centre de commandement X ou Y, je m'en fous. Il voit l'intérêt. Mais quelqu'un qui va voir l'intérêt de la nation. Il faut un général à la hauteur des général Baouma, en complicité avec son officier supérieur chargé des opérations, Mamadou Ndala. Je crois que ces gens-là, cet esprit-là de Mamadou Ndala est encore là et trame au milieu de nous. Mais il faut prendre ce courage. Parce que les communiqués militaires et tout consort, on en a assez entendu. Quand les colonels a parlé, il faut une position marchande. Moi, je dis, mais les colonels Chiroumwa, même son apparence, ça montre des faiblesses. Hein, des faiblesses du point de vue physique. D'accord? Parce que si on creuse bien, vous verrez, si on voit son fichier médical, ça va vous renseigner que peut-être il serait malade. Parce que ça se voit à l'œil nu. En tant qu'analyste, le conditionnel, hein? Oui. Il serait, il pourrait être malade. Parce que je suis anthropologue, chercheur. J'essaie d'analyser l'homme de par sa situation cognitive, son physique et ses attitudes. Donc ici, nous devons prendre toutes nos responsabilités. J'avais suivi une fois un militaire qui est au front, qui rapporte sur Twitter, il a dit, nos drones d'attaque, aujourd'hui, on nous dit que ça doit servir pour des photos. Quelle lâcheté! Vous prenez le luxe de venir présenter au peuple congolais des Rwandais en train d'entrer dans notre territoire pour venir nous massacrer, nous tuer, et vous ne nous montrez pas comment est-ce que vous êtes en train de les bombarder quand ils sont en train d'entrer. Et vous criez au secours de la communauté internationale. Nous sommes tous bandes d'hypocrites. Bandes d'hypocrites que nous sommes. Nous ne pensons pas à ce peuple. Nous devons être sérieux. Nous devons nous regarder droit sur le miroir et nous définir ce que nous sommes nous-mêmes et ce que nous voulons pour cet État, dans 5 ans, dans 10 ans après. Je commence à avoir même pitié pour mes enfants, madame. Parce que, à force de passer sur ces plateaux, à force d'être nourri par l'esprit patriotique, des fois, je pourrais entrer dans une zone de turbulence. Demain après-demain, je peux être éliminé. Mais dans quel environnement mes enfants vont grandir?
avec quelle classe politique aujourd'hui? Quand nous voyons ceux qui sont élus aujourd'hui sénateurs, en 60%, à plus même des 75%, ce sont les députés provinciaux, ce sont les députés nationaux. Il y a même une perte de référence parce que les gens qui ont élu ces députés provinciaux, qui vont par après être remplacés par leurs membres de famille. Alors, je dis, qui sera redevable avec qui et qui, auprès de qui le peuple va aller demander des comptes rendus. Ça pose d'énormes problèmes. Il est temps aujourd'hui, il est temps, plus que jamais, que l'esprit de Lumumba, de Kimbangu, de Kipanvita puisse se réincarner au moins dans un seul Congolais pour que ça puisse nous éclairer. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de naviguer dans l'obscurité. Vraiment dans l'obscurité. Qu'est-ce que ce peuple du Kivu a fait pour mériter tout ceci? Parce qu'on nous amène dans un schéma, madame. Une fois, j'avais suivi un professeur, Yali Dingendi, il dit, à un certain moment donné, ce peuple du Kivu, on va leur demander, parce qu'ils en ont le droit de pouvoir en disposer, l'autodétermination d'un peuple. Parce qu'à force de souffrir, ce peuple-là aura les droits de pouvoir se déterminer. Okay. Vers où il veut se pencher. Sur quel pouvoir il veut se pencher. Parce que les droits d'attaque, nous en avons. Les armes, nous en avons. Les éléments, nous en avons assez. Mais c'est ça que les ennemis de la RDC mais attendent. Pourquoi? C'est là qu'on parlerait de la balkanisation du pays. Mais nous sommes nous-mêmes co-auteurs de cette balkanisation, madame. Nous participons à cette co-balkanisation de notre pays. Nous devons être prudents. Les fonctions de l'État ne doivent pas être des privilèges pour nous et pour ceux qui assument la responsabilité. Mais nous devons assumer la responsabilité d'État. Madame, je me rappelle encore de professeur Kazumba, quand ils nous ont enseigné le cours de théorie, des doctrines et de théorie en sciences politiques. Il nous a dit, le chef d'État n'a pas d'amis. Il n'a pas de famille. Le chef d'État ne rit pas, ne pleure pas, ne sourit pas, ne participe pas dans de fêtes. Parce que c'est l'âme de tout un État. C'est l'âme de l'État. Ok, on a compris. Monsieur Gandhi. Oui, la stratégie défensive, nous sommes là en train de crier, ça paye pas. J'ai entendu quand monsieur Ngambi parlait que nous sommes la rusée de tout le monde. À quel jeu se jouent ceux qui sont venus en renfort? Parce qu'à un moment donné, nous nous sommes dit que l'EAC est parti, nous sommes avec la SADC et nous avions tous suivi le discours de Ramaphosa. Mais à un moment donné, le discours a changé et devons-nous continuer à faire confiance à ceux-là qui nous entourent, qui viennent, soi-disant, pour nous secourir? Eh oui, le problème, on parle toujours de problèmes dans ce pays, dans tous les secteurs de la vie courante, que ce soit dans la circulation, que ce soit au niveau de la production de produits vivriers, le surenchérissements de produits sur le marché, il y a des problèmes partout. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le schéma de la République démocratique du Congo? On va nous chercher des gens soi-disant pour régler ces problèmes et on se rend compte au bout d'un certain nombre de temps que ce sont ces gens-là qui sont aussi le problème du pays. Le problème du pays par le fait des détournements incommensurables. Ils détournent tous les jours. Hier, la République pleurnichait en disant « Nous vivons l'embargo, on ne peut pas s'acheter des armes, ce qui nous empêche de pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire. » Mais finalement, au travers de la France, au travers d'un certain nombre d'États au Conseil des Nations Unies, on a fini par lever cette mesure. Aujourd'hui, le président nous a rassuré qu'on a acheté des armes. Le président nous a rassuré, on a vu qu'il y a eu pas mal de jeunes qui étaient formés, non seulement ici, mais aussi à l'étranger. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous organiser et de défendre notre territoire?
Le Rwanda attaque notre pays. Ne parlons plus de rébellions, ne parlons plus de M23. Ça n'existait pas. Lui-même venait de le dire d'ailleurs. C'est une coquille vide. Mais notre problème, c'est le Rwanda. Qu'est-ce qui nous empêche qu'il y ait un sursaut? Comme mon ami venait de le dire, le cuisinier national, même si aujourd'hui il est en train de remettre en cause un peu le fonctionnement du cuisinier national. Donc, il nous faut un sursaut, il faut une mobilisation nationale, tout à fait cessante. Tout le monde de 18 ans à 65 ans devrait travailler pour une situation de guerre. C'est-à-dire, la guerre, ce n'est pas simplement ceux qui vont sur le front. La guerre, c'est aussi ceux qui vont produire du maïs pour pouvoir alimenter ces militaires qui vont sur le front. La guerre, ce sera aussi la mobilisation des infirmières, des infirmiers qui soient en capacité de pouvoir aller rendre service à ces militaires-là qui sont sur le front. Donc, il faut une mobilisation tous azimuts, en privilégiant, puisque la guerre ne se gagne pas simplement au niveau des armes. D'ailleurs, Brzezinski, à l'époque secrétaire d'État américain, l'avait dit. Dans notre siècle, là, le 20e, maintenant 21e siècle, la guerre ou les guerres se gagnent au niveau de l'information. Donc, il nous faut mobiliser tous les moyens nécessaires, embaucher les gens des différentes disciplines au niveau de notre agence des renseignements. On a besoin des renseignements au niveau de l'agence nationale des renseignements. On a besoin des renseignements au niveau militaire, la DEMIAP, l'ex-DEMIAP. On a besoin des renseignements pour pouvoir arriver à contrôler, puisque si on va en guerre, on ne peut pas aller comme ça, les yeux bandés, etc. Vaille que vaille. Mais il nous faut une mobilisation nationale. Et c'est pour ça que nous avons, certains d'entre nous, insisté depuis des années de pouvoir viser l'essentiel. L'essentiel, c'est de se donner le moyen de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une cohésion nationale. Aujourd'hui, on ne devrait même pas parler de l'opposition. On sait que l'opposition existe sur le plan politique, mais mettons-nous ensemble pour l'intérêt national. Ce mot-là doit être dans toutes les têtes, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition. L'intérêt national, cette mobilisation, c'est aussi la mobilisation des moyens. On ne peut pas mobiliser les moyens quand le gouvernement, on peut avoir un gouvernement de 40, 50 ministres. C'est inacceptable dans la situation d'aujourd'hui. Nous avons une double guerre. Une guerre non seulement au niveau du front de l'Est, on a aussi une guerre interne. Regarde aujourd'hui, tout le monde est mécontent à quelque niveau que ce soit, puisque les salaires ne sont pas versés à temps, puisque le produit ne cesse d'augmenter, puisqu'au niveau des transports, tout augmente. Il faut revenir à la cohésion nationale. Mais quand vous parlez de la cohésion nationale, parce que la question me dérange un peu, nous avons suivi, c'est que pour la raison pour laquelle aujourd'hui le Fridolin Ambongo doit se présenter pour l'information judiciaire, comme on a dit, ce qui revient dans la bouche de quelques Congolais, c'est qu'on s'asseye avec les rebelles, qu'il y ait une solution politique, un dialogue. Non, on n'a pas besoin de s'asseoir avec les rebelles. Ils sont rebelles, on ne peut pas discuter avec un rebelle depuis qu'on discute avec les rebelles. Parce que ce sont les fils-pays. Quel fils-pays? Nanga, c'est un fils-pays, un traître. On va s'asseoir avec Nanga pour parler de quoi? Quand on a tué des jeunes, des moins jeunes, on va discuter, négocier avec des assassins? Non, ces gens-là, on doit les arrêter. Mais cette prise de position signifie quoi des fils, des hommes, des Congolais par rapport à cette guerre? Ça signifie quoi? Les Congolais qui vont de l'autre côté, ce n'est pas des Congolais qui s'attaquent au gouvernement, c'est des Congolais qui s'attaquent aux gens qui se sont attaqués à leurs biens. C'est-à-dire que les gens sont en train de se battre par rapport à leurs biens personnels, à leurs richesses. Ça, c'est la raison. C'est le motif des Congolais qui sont dans la rébellion. Notamment Nanga, on connaît, on sait d'où il y a le brouillon commencé avec Nanga. Okay. Le brouillon commencé par le fait qu'on lui a retiré un certain nombre de carrés miniers. Ça pose un problème. Moi, je souhaite que, je finis par là, qu'on a besoin de moyens. Quand on mobilise les gens, il faut les former. Pour les former, il faut des moyens. Réduisons drastiquement, je dis bien drastiquement, les moyens qu'on dépense pour le gouvernement. Il faut tout au plus 25 ministères et vice-ministères, 25, pas plus. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Ne travaillons pas pour les partis politiques. Travaillons pour
les citoyens congolais. Je pense que le vrai groupe ici, dans ce pays, ce sont les citoyens directement, individuellement, par groupe. Ce ne sont pas les partis politiques. Là, si on laisse les partis politiques fonctionner comme ils fonctionnent aujourd'hui, on va pleurer, puisqu'on va être comme à la Colombie, une mafia organisée plus qu'en Italie. Il y a déjà la mafia, vous voyez, il y a quelqu'un qui a cité des cas où je suis candidat à 5 postes différents. Il est candidat député national, sénateur, candidat député provincial, candidat même au municipal. C'est pour ça que nous, on n'était pas élus. Mais le seul pays au monde où il y a 2 premiers ministres qui sont en fonctionnement. Vous voyez le nombre de véhicules, le coût. Alors que chaque véhicule coûte au moins à la nation. Mais elle le reçoit, ce n'est pas gratuit. Le conseil des ministres, c'est M. Samaloukonde qui a dirigé le conseil des ministres. Elle reçoit, mais elle ne fonctionne pas. On parle de moyens. Non, 25 ministères, et puis plus tard, réduire l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, on doit avoir un député par territoire. Un député par territoire. Nous allons en parler tout à l'heure. Oui, madame Ambongo, nous avons suivi, je reviens toujours sur le propos du gouverneur qui a parlé de la résilience. Mais la résilience doit être nourrie. Si le peuple congolais doit adopter la résilience, qu'est-ce qui peut motiver la résilience du peuple congolais face à cette guerre? Merci, madame Josette. J'ai suivi le gouverneur militaire. J'ai eu l'impression d'avoir entendu ce genre de discours. Madame, vous savez, il y a un défaut qui nous anime, nous les Congolais. Souvent, je me pose la question comment Dieu nous a créés. Avec la circonstance que nous connaissons ce dernier temps de guerre, souvent on parle rébellion, souvent on parle terrorisme. Nous sommes dans un certain attentisme, madame. Nous attendons quoi exactement? On ne sait pas. Vous voyez ce qui s'est passé dans le camp de le camp de déplacés. Mugunga, à Mugunga, dans la banlieue de Goma. Voilà. C'est un camp de déplacés, des paisibles citoyens, des enfants et des femmes ont fui les affrontements et viennent se cacher dans ce camp de déplacés. Madame, qui est censée protéger, garder un camp de déplacés? C'est la responsabilité du gouvernorat. Parce que la population s'enfuit là-bas. Je crois que le gouverneur a eu à prendre des dispositions pour protéger les citoyens, leur donner à manger, leur donner de quoi se vêtir. Comment se fait-il que des militaires larguent les bombes dans des camps de déplacés? Où sont nos services militaires? Le gouvernement n'était pas informé? Nous avons suivi le briefing du ministre très célèbre des Finances qui dit « Les dépenses ont augmenté pour raison de la guerre ». Bon, tout cet argent-là a servi à quoi? La grande question. Troisième question, où sont nos hommes de troupes? Ils étaient où? On nous dit, voilà, on est en train de former, vous avez parlé des réformes tout à l'heure, on est en train de former des brigades. Bon, je suis fille d'un officier, on parle des brigades, on parle des bataillons, on parle des pelotons, on forme des hommes de troupes. Vous avez dit 9 mois, un soldat est aguerri. Et les hommes de troupes étaient où? Pour qu'on attaque les paisibles citoyens. Et ce M23, pourquoi ne pas attaquer les FARDC, mais on vient attaquer des paisibles citoyens dans un camp militaire? Madame, c'est grave. Quel est le message qui est caché derrière? La terreur, c'est paniquer la ville. Paniquer la ville. Vous attaquez jusque dans des camps. Et bientôt, ils entreront dans les maisons. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, madame? Mais il faut augmenter, renforcer la sécurité dans la ville de Goma. C'est déjà une menace, madame. Goma est déjà menacée. Goma est menacée. Il faut renforcer la sécurité. Mais le gouverneur dit, nous prenons l'opinion internationale, nous attendons de l'aide. Je n'ai pas compris. Moi, j'attendais d'un gouverneur militaire de son acabit, nous allons aussi riposter. C'est la réponse que nous attendions. Mais non,
Nous prenons l'opinion. Donc, Nos amis de la société civile ont déjà pris l'engagement d'enterrer. Le syndrome de Lambert. Non, nous devons prendre. Les autorités de notre pays doivent imposer la paix. La paix doit s'imposer. On dit qui aime la paix prépare la guerre. Nous voulons être en paix, mais on nous fait la guerre. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, madame? Qu'est-ce qu'on doit encore dire face à ce problème? Dans votre maison, un assassin entre, on vous coupe le bras. Non, nous attendons. J'attends le bourgmestre qui vient ici. Regarde comment on m'a coupé le bras. Après, on vous coupe l'oreille. Non, j'attends. Voilà l'attentisme là qui nous caractérise. Et nous venons maintenant de perdre nos compatriotes. En principe, ce gouverneur doit rendre le tablier, madame. Si nous étions sous d'autres cieux, il n'est pas efficace. Il n'est pas efficace, madame. Nous devons imposer la paix. Nous le faisons. Ça, c'est la énième attaque. Où on attaque nos concitoyens. Nous allons marcher, nous allons protester, nous allons crier. Mais oui, nous prions. Ça, c'est une très bonne chose. Il faut prier, madame. Mais au-delà de la prière, il faut agir. Vous voyez Israël aujourd'hui. Madame Josette, Israël a été attaqué. Madame, Israël a été attaqué. Le Hamas est entré dans des kibbutz où des centaines de personnes étaient mortes. Netanyahou n'a pas attendu. Il a riposté. Nous, on nous tue. Nous attendons toujours. On vous coupe. Vous attendez toujours. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Mais il faut réagir, madame. Les dépenses, là, on a acheté des drones, on a acheté des Sukhoi. Une fois, il y avait quelque chose qui est tombé de l'autre côté. On commençait tout à se justifier. Nous avons dit d'ailleurs, si ça tombe à Kigali, ça sera une très bonne chose. On nous a dit ici, à la moindre escarmouche, voilà cette escarmouche-là. Quelle est la réaction? Nous attendons. Nous attendons. Vous allez voir, après, deuil national, après, on oublie. Mais ce sont nos compatriotes qui sont morts. Des enfants qui étaient l'avenir de demain, ils sont partis. Les femmes qui sont mortes, des femmes porteuses de vie, elles vont encore mettre au monde. Oh, nous devons peupler le Congo. On envie notre pays. Il faut au beau belé. Maintenant, beaucoup de femmes sont mortes là-bas. Qui va les remplacer? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ok. Le professeur Kassongo Munganga, cette guerre économique, c'est une guerre qui aura du mal à prendre fin parce que chacun essaye de tirer les draps de son côté pourvu qu'on se retrouve, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe. Alors, une guerre économique de cette envergure, comment, quelle est la réponse? Bon, madame, donc, merci pour la question. Pour ce problème, pour donner la réponse, je mets ça en rapport avec ce qui se passe actuellement. Avec le voyage du président en France. Autour de cette table, nous avons dit qu'il y a deux stratégies. Stratégie politique diplomatique, où il n'y a pas de tuerie, et stratégie militaire, qui entraîne justement la mort de certaines personnes. Alors, quand nous allons à Paris, nous avons trouvé que, d'abord, le président français, lui, il prônait la diplomatie. Il parlait des négociations. Mais négociations, il condamnait tous les belligérants, bien sûr, tous les groupes armés, sauf il n'a pas cité le Rwanda nommément. Il a demandé au Rwanda... Il a cité, j'ai dit qu'il n'a pas condamné. Il a demandé au Rwanda de retirer ses troupes. Mais il n'a pas condamné comme il a condamné les groupes armés. Et alors, maintenant, le président de la République, aussi, il a dit que pour le moment, il faut d'abord cette stratégie de négociation pour d'abord éviter la guerre parce que ça entraîne des morts. Et alors, mais maintenant pour les négociations, le président avait dit déjà avant
ce que préconisait le président français, qu'il est pour les négociations, mais que ça puisse être avec le Rwanda, mais pas avec les troupes armées, les troupes étrangères, avec le M23 et Alliance. Si nous quittons Paris, nous arrivons à Kigali. Le ministre des Affaires étrangères rwandais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous voulons les négociations, c'est entre Congolais, parce que l'affaire est congolaise. S'il y en avait qui avaient suivi ici, je ne sais pas. Oui. Il a dit que c'est entre Congolais. Ce qui va à l'encontre de ce qu'avait dit notre président, qu'il ne peut pas négocier avec des gens qui sont instrumentalisés, mais plutôt ça devait être avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Alors, si bien que je rentre avec ce que le président avait dit, que, parce que même en France, vous avez vu que les collègues voulaient plutôt qu'on puisse en arriver à la guerre. Mais le président avait dit que chaque chose a son temps. Donc, quel est le temps idéal? Et le temps idéal. Alors, maintenant, quel est le temps idéal? Donc, pendant qu'il cherchait à aller en Hongrie, on lui a parlé justement de la bombe qui a été larguée sur Mukuga, où il y a 32 personnes qui sont décédées et d'autres blessés. Un bilan provisoire. C'est bien qu'il est rentré rapidement. Il est rentré. Mais quelles sont les décisions qu'il va prendre? C'est là ce que nous ne savons pas. Alors, c'est bien que moi, ici, nous faisons des suggestions. Moi, je les fais sous la, comment on peut dire, la garde ou bien quoi, surveillance ou bien du colonel et du politologue. Lukaga, ce n'est pas tellement un domaine que je maîtrise. Et nous voyons que, d'abord, si nous regardons un peu la guerre en Ukraine, la France voudrait, comme ça va mal, la France voudrait envoyer des troupes au sol. Ouais. Il y a des Congolais, donc des Français qui ont dit que il ne faut pas envoyer des troupes, parce que si nous envoyons des troupes, mais nous allons donner l'occasion justement à d'autres alliés de Moscou d'intervenir. Essentiellement, la Chine va intervenir. Alors, moi, j'ai fait un rapprochement pour cela aussi, ici chez nous. Nous aussi maintenant, si le président est arrivé, si, comme l'a demandé notre frère Gandhi et les autres, nous faisons la mobilisation générale, c'est très bien aussi. Mais si nous intervenons maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je ne suis pas militaire, mais nous savons déjà que de ce côté-là, la France a envoyé des fonds, je pense que c'est plus ou moins 200 millions pour former l'armée rwandaise, et puis après, ils ont signé un accord militaire, de coopération militaire, et puis nous avons suivi tout ça. La Pologne a dit que si un pays étranger vous attaque, vous le Rwanda, nous, l'OTAN, nous allons intervenir. Bon. Il y a des troupes déjà. Il y a déjà des troupes là-bas. Alors, est-ce que ça, c'est ça, c'est que nous attendons? Est-ce que si nous entrons directement, nous attaquons, nous sommes en mesure de faire face à l'OTAN? Parce que quand nous voyons le Rwanda, c'est l'OTAN. Alors, c'est pourquoi, à partir de ça, vous m'excusez, je reviens à ce que moi j'avais dit avant, ce n'est qu'une suggestion, que nous aussi, pour équilibrer les choses, et pourquoi pas même dépasser, parce que le Rwanda est soutenu par l'OTAN, que nous aussi, nous soyons soutenus par l'autre puissance. Comme la Russie, par exemple. Comme la Russie, c'est tellement par la Russie. Et que notre président, parce que vous voyez que le président, il a vécu en Europe, tout comme moi-même aussi, nous avons un certain penchant pour l'Europe occidentale. Moi, j'ai fait le 20 la neuve aussi. Hein. Bon, alors, nous disons, qu'il puisse dire à l'Occident que voilà, j'ai essayé de garder les relations privilégiées avec vous. Mais l'intérêt de mon pays d'abord. Donc, vous me poussez maintenant à aller vers avoir
vers des gens qui peuvent me donner des armes et le soutien militaire, vers la Russie. Si nous sommes demain, nous sommes avec la Russie, c'est vous qui m'avez envoyé là-bas. Voilà ce que je considère, je conseille à notre président. Monsieur Djamba, oui, il a joué par les syllogismes. Vous voyez là où il nous a amenés. Très bien, merci beaucoup, professeur. Oui, monsieur Djamba, par rapport à ce que le professeur a dit, mais nous savions que nous avons acheté les armes par l'intermédiaire de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est un allié de la Russie. Donc, ce que le professeur vient de soutenir, ça peut marcher, au cas où seulement nous décidions de pouvoir voir d'abord l'intérêt du pays. Et peut-être s'il y a des projections à faire, nous le savons, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est au centre des besoins mondiaux. Les regards de tout le monde sont rivés sur la République démocratique du Congo. Il y a même quelqu'un qui a extrapolé, je ne sais pas si je peux dire extrapoler, que si nous ne faisons pas attention, la troisième guerre pourrait partir de la République démocratique du Congo. Alors tout cela, qu'est-ce que le président de la République démocratique du Congo, le cuisinier national, doit-il faire? Bon, madame, je crois que le professeur... lorsqu'il a parlé d'une force qui puisse faire le contrepoids face à l'OTAN, c'est une solution importante. Et je salue cette solution qu'il a proposée, mais je pense qu'en mon sens, ça sera une solution tout simplement des circonstances. Parce que lorsque les États décident de vous prêter main forte, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que d'intérêt. Vu que la situation est très chaotique, nous avons tous vu ce qui se passe à Goma, comment est-ce que un bébé était pratiquement voué à la perte, sa mère est partie, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à cet enfant, mais c'est une désolation. On doit aujourd'hui aller vers deux solutions. La solution avec des effets à l'immédiat, d'une part, et d'autre part, la solution en termes de programmation et de planification, comme disait Jean Lokaka. Aujourd'hui, je conseille, j'ai été pour, moi personnellement, j'ai été pour la diplomatie, j'ai été pour les bons offices, j'ai été pour la politique des couloirs. Mais j'ose croire que toutes ces techniques ont prouvé leurs insuffisances. Je voudrais ici que le président de la République puisse aller au-delà de toute forme de juridisme qui existe, qu'on mette en application l'article 143 de la Constitution. C'est vrai, le Parlement n'est pas encore régulièrement constitué. Et c'est vrai qu'il y a encore les méandres à ajuster. Mais nous sommes dans ce qu'il convient d'appeler la théorie des circonstances exceptionnelles. Il est le garant de la nation. Lorsque les hommes décèdent, l'implication d'une norme juridique n'a pas valeur supérieure à la vie humaine. Nous devons faire la guerre au Rwanda. Il n'y a pas, je ne sais pas, une forme autre qu'il faudrait utiliser. Il faut attaquer le Rwanda, comme le professeur le disait. Mais malheureusement, là où je rejoins mon colonel, lorsque l'actuel ministre de la Défense arrive à la tête de ces départements, comme Jean Lokaka aime bien le dire, nous avons été butés à un sérieux problème, madame. Les problèmes des déserteurs, les problèmes des doublons et des fictifs. Vérifiez ce qu'il y avait au niveau des escadrons. Je peux vous scandaliser, il y avait plus de déserteurs au niveau des escadrons que les actifs. Il y avait combien au niveau des bataillons? Il y avait combien au niveau des régiments? Et ainsi de suite. C'était quel état de notre structuration? Parce qu'en termes de force, mon colonel le sait mieux que moi, mais les trois compartiments principaux sont les renseignements, les opérations et l'administration. Nous étions dans quel état? Aujourd'hui, on peut tout dire, on peut saluer. Je loue la mise en condition parce que la défense intervient dans la phase préparatoire qui est la mise en condition. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est pas surtout au niveau de la mise en condition, c'est au niveau des opérations. Je ne condamnerai pas beaucoup le gouverneur militaire que nous avons vu parce que je l'ai entendu dire que la décision ultime reviendrait à celui qui commande les opérations. C'est lui qui doit commander les opérations. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il est dans les systèmes de l'ennemi ou il est également avec nous? C'est une question que je me pose. Parce que le général Maëlle disait que lorsque vous n'arrivez pas à mettre fin aux hostilités d'une guerre, il se peut que l'ennemi soit au niveau des services.
Est-ce que l'ennemi ne se trouve pas au niveau des services, les nettoyages qu'on doit faire, qu'on doit purger? C'est comme ça que moi je regarde tous ces constitutionnalistes et juridismes des formes qui s'opposent à la peine de mort. Je leur pose la question. Si la fille que nous avons vue là, c'était leur propre fille, ils continueraient à faire preuve du juridisme stérile pour s'opposer à la peine de mort. Parce que derrière tout ce qui se passe, il y a une grande dimension d'infiltration et de fuite d'informations. Ça, il faut le dire. Il faut faire la guerre, il n'y a pas une autre solution. Autre chose, les mesures qui vont permettre à ce que nous puissions rester forts. Nous citons la Russie. Nous pouvons citer les États que nous voulons, madame, mais ces États ont dû former leurs armées au fil des années. Si nous remontons même, le professeur Carlos Moupil le disait ici, les théologistes, je ne sais pas si on l'appelait théologistes ou théocrates, la Bible. Mais quand nous parlons de Samson, les juges à l'époque, c'était en réalité des guerriers. Oui, c'était des militaires, c'est ça le vrai terme, c'était des militaires. Josué. Nous, aujourd'hui, nous avons activé quel plan pour assurer réellement la relève de nos forces armées? Je loue la loi sur la programmation militaire. Mais la loi sur la programmation militaire reste une loi financière qui doit assurer la programmation à quel niveau? Au niveau des équipements, au niveau de l'artillerie. Mais est-ce qu'on prend en compte la formation des bases? Je pense... C'est la dimension psychologique. Oui, je pense, à mon sens, qu'au niveau de la loi de la formation militaire, on devrait insérer la dimension de la formation obligatoire dans les services de défense de sa patrie. La Russie, le Corée, la Chine que vous pouvez vanter ici, c'est parce que dès les bas âges, ils connaissent, ils apprennent à l'école primaire comment est-ce qu'on doit défendre la patrie. Il faut, au niveau de notre système d'enseignement, qu'on y insère le programme de la défense de la patrie, de sorte que, déjà à l'école primaire, on prend le goût de défendre la patrie, et au niveau, lorsqu'on a son bac, son diplôme d'État, on est inséré des forces au niveau de forces armées, parce qu'il faut défendre la nation. On veut bien devenir médecin, je suis d'accord, avocat, économiste, tout ce qu'on veut. Si on n'a pas de terre, on ne saura pas faire ses études, on ne saura même pas exercer cette profession. Il faut impérativement planifier la relève obligatoire au niveau des forces armées. Et pour cela, j'exhorte à ceux qui tiennent les crédits budgétaires de nos finances à pomper davantage les fonds au niveau de services de défense et sécurité. Madame, vous savez aujourd'hui pourquoi est-ce que lorsqu'il y a course électorale, on a 200, 100 000, 150 000 candidats. Allez voir lorsqu'il s'agit du recrutement au niveau de nos forces armées, il y a combien de candidats? Ces décalages devraient nous interpeller. Pourquoi on n'a pas assez de monde là-bas? C'est parce que tout le monde a l'image, d'abord, comme disait mon aîné Lokaka, l'image de nos camps militaires. Nos camps militaires aujourd'hui sont devenus des dépotoirs. Ça ne séduit pas. Parce que ça n'a... Justement, alors qu'en politique, je le disais ici la semaine passée, allez voir ce que les politiciens ont comme infrastructures privées, comparativement aux infrastructures publiques où ils exercent leur mission. Il faut changer l'ordre de priorité. Au-delà du fait qu'on doit aujourd'hui faire la guerre, il faut préparer la guerre en permanence. Et pour préparer la guerre en permanence, nous devons pomper de manière efficace au niveau de la défense et sécurité. Nous devons insérer au niveau de la loi de programmation militaire la formation obligatoire en matière de défense nationale. Et là-dedans, je pense que si nous avons déjà ces deux paliers, nous réglons le problème du camp avec l'OTAN, une situation circonstancielle, mais dans l'avenir, nous aurons notre propre force, nous aurons nos propres munitions, nous aurons nos propres capacités de faire taire cette guerre. Parce qu'en 2013, on a semblé dire que c'était fini l'M23, mais nous voyons encore les mêmes retombées parce que c'était tout simplement une solution fantaisiste. Nous devons former notre technique de défense pour quitter les solutions fantaisistes et avoir les solutions définitives. Merci beaucoup. On va terminer. Oui, attendez, je vais vous accorder. Et oui, colonel, le président de la République était avec Macron, mais nous avons vu comment Macron a encore renvoyé la balle au président de la République par rapport à ça. Donc la solution doit provenir de nous-mêmes. Nous pouvons bien crier, demander à la communauté internationale de venir à notre secours, mais nous-mêmes, nous devons savoir ce que nous voulons. Alors, rapidement. Je voulais rapidement abonder dans le même sens que le professeur Kassongo. Et
Maître Djamba, ce qu'il vient de dire là, c'est ce que j'ai appelé la réforme en profondeur. Donc, au fur et à mesure et régulièrement, c'est que ça doit se faire. Mais ici, nous sommes devant une urgence. Donc, on doit... Qu'est-ce que nous devons faire? C'est pourquoi je voudrais dire ceci. Le problème aujourd'hui, c'est chercher comment renverser les rapports des forces sur le terrain. Il faut renforcer les rapports des forces. Et c'est là où je le rejoins. Parce que maintenant, là, même l'Afrique du Sud, même l'Égypte, qui est la deuxième puissance africaine, devant ces faits, il ne va pas dire non, prenons ce qui est dans les dépôts, faisons ceci. C'est pour cela, je vais dans sa thèse où, la fois passée, j'ai parlé de partenariat croisé. Parce que lorsqu'on a un partenariat croisé avec une puissance du genre la Chine, la Corée du Nord, parce qu'on ne parle pas de la Corée du Nord, mais c'est une puissance qui fait défi aux États-Unis. Et puis, vous avez la Russie. Madame, cette puissance qui a un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous livrez tous les systèmes de défense pour l'intégrité de votre territoire. Ce n'est pas le partenariat, la coopération militaire où on dit voilà, par exemple avec l'Occident, nous voulons acheter le F-16, on dit non, le Congo n'est pas en mesure d'acheter le F-16, non. Mais la puissance, comme la Russie, vous livre tous les systèmes de défense. Et à ce moment-là, vous pouvez renverser les rapports de forces sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, il faut comparer ce qui se passe en Ukraine et même en Israël avec la situation. Vous avez parlé de l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Mais c'est une éventualité parce qu'il y a certains analystes, même au niveau de la géopolitique internationale, on a cité ces propos. Pourquoi? Le Rwanda, aujourd'hui, qui est l'OTAN, parce qu'il y a 1500, ça fait un bataillon de l'armée polonaise qui est arrivé à Kigali et qui est aligné tout le long de la frontière terrestre dont j'ai parlé ici, les 60 kilomètres, avec des missiles pointés vers chez nous ici. Alors, et c'est ce qui peut basculer par moment, on ne sait jamais. Mais, il suffit simplement que l'Occident, parce que l'Occident aujourd'hui est devant un fait avec les rapports de force avec Poutine. Poutine est en face de gagner la guerre en Ukraine. Et les Américains, les Occidentaux d'une manière générale, qui sont déjà dans un déclin, parce qu'aujourd'hui l'Europe c'est pratiquement fini. Bon, madame, c'est ce qui fait que la France tient les liens forts avec la République démocratique du Congo à travers notre politique de coopération, si vous voulez, la diplomatie. Parce que, vous savez, le président a accepté, et c'est une notion que nous avons longtemps soulevée ici, on parle des FDLR. J'avais oublié les documents. Les FDLR, quand nous sommes allés à Beni, en 2015, après avoir défait le M23, ils en avaient combien? Il y a même les rapports de la MONUSCO. Ils sont restés combien? Et l'armée rwandaise est arrivée ici combien de fois pour chercher les FDLR? Ça fait 2 ou 3 fois qu'ils sont entrés ici
avec l'autorisation du président Joseph. Ils sont arrivés ici. Aujourd'hui, je ne sais pas. Vous savez, madame, quand nous avions les temps de fête de théâtre, hein, j'ai joué Molière et tout ça, vous voulez. Le président, quand il est... C'est malheureux. C'est malheureux. Je me demande, est-ce qu'il a un conseiller spécial en matière de sécurité? Je ne sais pas. Ou il l'a, mais il ne l'utilise pas. Mais s'il l'utilisait, mais ce monsieur il faut des mecs qu'il parte. S'il l'utilise, il faut des mecs qu'il parte. Parce que, madame, le président, quand il voyage, moi, nous avons fait les voyages avec Mobutu. Tout est planifié et au niveau du Conseil national de sécurité, tout doit passer par là. Les protocoles, tous ceux qui doivent accompagner les chefs de l'État, leurs dossiers doivent passer par là. Vous avez vu l'humiliation que nous avons au niveau du protocole. Ce n'est pas possible. Et donc, je reviens pour dire n'importe quoi. Donc, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le président, ce qu'il a, comme je l'ai défini ici, nous avons besoin d'une restructuration du haut commandement pour faire face à la guerre, et la réforme pourra suivre progressivement. Pour cela, parce que nous devons construire la sécurité et rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, parce que partout, c'est les passoires. Aller à Murilo ou en face de la Zambie, ça ne va pas. Vous allez vers Moba là-bas, non, il n'y a rien. Donc on vous parle ici des effectifs. 15 brigades qui sont parties, mais ils sont allés où? Les enfants ont déserté, beaucoup ont déserté, et beaucoup sont aussi morts. Et donc, voilà. Ok. D'accord. Alors, je voudrais vous proposer ceci. On n'a plus le temps. Alors, le sujet qu'on devrait aborder pour le gouverneur, nous allons le faire la fois prochaine. Nous terminons avec la situation sécuritaire dans l'Est. Allons-y. Alors, dans l'analyse de beaucoup de Congolais, je sens qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de développer la peur. On ne gagne jamais la guerre en développant la peur pour son camp. Mais la guerre, la première victoire était une étape psychologique pour gagner la guerre. C'est ce qu'on appelle dans le troupe le moral des troupes. Quand vous prenez David et vous prenez Goliath, de première vue, David pouvait avoir peur, mais il a eu la foi, l'état psychologique. Je vais vous battre. Mais nous, les gens, toutes les analyses, le Rwanda, c'est l'OTAN. Si nous attaquons le Rwanda, nous avons attaqué l'OTAN. Donc, pleurons. C'est ça. Jusqu'à ce que l'OTAN dira, maintenant là, j'ai pitié de vous, j'ai trop tué au Congo, et donc je peux maintenant vous laisser. Je prends, colonel, la géographie de Kivu. Les bombes qui sont tombées sur Goma ne sont pas parties de Kigali. Mais c'est parti du territoire congolais, de position de M23 occupée sur le territoire congolais. Est-ce que pour réagir à ça, on doit avoir l'OTAN? Parce que allons-y. C'est sur le territoire congolais. Et alors, si, pour l'instant là, comme il y a des OTAN au Rwanda, que devons-nous faire maintenant? On s'abandonne pour attendre l'OTAN? Non, la première victoire militaire est d'ordre psychologique. La détermination de dire même l'OTAN, le Congo doit de défier. Et ce Congo a défié plusieurs plans de l'OTAN. S'il n'y avait pas la détermination et l'autodétermination, combien de fois l'OTAN planifiait la balkanisation du Congo? Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés? À cause de l'état psychologique des Congolais. Je voudrais qu'on sorte de cette torpeur de croire que le Rwanda, c'était Naki, a déjà l'OTAN, et donc nous, on ne peut rien faire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Gandhi. Vous aurez, chacun aura 1 minute pour que nous puissions clôturer avec moi, je pense sujet. que même ce problème, c'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance de l'histoire, même des armées, notamment de l'OTAN.
Est-ce que vous avez des exemples où l'OTAN est intervenu? Si l'OTAN devrait intervenir, c'était plutôt contre le Russe de l'autre côté. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ils ne peuvent pas le faire. Même ici en Afrique, aujourd'hui, ils sont en train de redéployer des forces ici ou là. C'est par le fait qu'ils ont été chassés dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais ils sont là juste pour préserver les intérêts de l'Occident. On sait que l'avenir, Josette l'a dit au départ de l'émission, on sait que l'avenir se trouve ici au niveau de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, notamment, précisément, au niveau de la République démocratique du Congo. Donc c'est pour préserver leurs intérêts. Souvent, ils peuvent avoir leur force là, s'il y a la guerre entre vous, mais ils ne rentrent pas. Donc n'imaginez pas, dans les relations internationales, que l'OTAN puisse rentrer en guerre avec un pays comme la République démocratique du Congo. Et la troisième guerre mondiale, comme certains l'envisagent, l'imaginent, n'aura jamais lieu. On sait ce que ça peut faire comme mal, puisque la deuxième guerre mondiale était gagnée grâce au Congo. On ne peut pas venir faire la troisième guerre mondiale au Congo. Le Congo est tellement important que tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Je pense qu'ils vont plutôt faire ce qu'on appelle la dissuasion. Tout le monde aura peur de tout le monde. Aujourd'hui, on peut attaquer le Rwanda. Dites-vous bien, il n'y aura jamais l'intervention ni de la France, ni de la Pologne, comme la Pologne a dit. La Pologne est à côté de l'Union soviétique, de la Russie. Mais la Pologne est dans une situation fragile. Mais ils vont venir avec leurs forces ici, au Rwanda, et dépeupler l'armée de l'autre côté. Mais ce serait l'occasion pour la Russie de pouvoir pénétrer en Pologne. Vous savez, même pour la Seconde Guerre mondiale, la première, la Pologne était dedans. Ils sont fragiles. Ils ne vont pas s'hasarder à venir ici en Afrique centrale et précisément au Rwanda pour faire la guerre au Congo. Et sachez, pour terminer là-dessus, la guerre ou les guerres se font aussi, je vous l'ai dit, au niveau de l'information. Autant l'opinion ici est négligée chez nous. L'opinion au niveau de l'Occident, c'est quelque chose, c'est une arme importante. Les pays occidentaux ne peuvent pas faire certaines choses si l'opinion n'est pas d'accord. Si l'opinion se soulève, notamment pour la situation de camp en présence, mais l'opinion au niveau de l'Occident en général, voire même au niveau de l'Afrique, même si les autorités africaines n'ont pas venu soutenir la RD Congo, mais leur opinion respective soutiennent la RD Congo. Donc, il n'y aura jamais l'implication de la Pologne au niveau de nos hostilités. D'accord. Ça, ce sont des discours rassurants qui sortent de cette table. Je crois que cette émission sera suivie avec un œil très regardant, avec des oreilles attentives pour nous permettre de nous armer, de nous équiper sur le plan psychologique, sur le plan tactique, stratégique. Merci beaucoup. Vraiment, je suis fier de vous. On continue. Oui, professeur, 1 minute. Chacun aura 1 minute pour clôturer cette émission. Et je voudrais dire par rapport à ça, aujourd'hui, on nous parle de rebelles du 1-23 qui contrôlent la cité minière de Rubaya, un territoire de Massissi. Quels sont les risques aujourd'hui? Parce qu'il y a le coltan, il y a tout ce que nous avons comme un minerai de grande valeur. 1 minute pour conclure. Oui, pour conclure, j'ai dit à notre chef de l'État et à tous les dirigeants de notre pays que la Russie a à faire face aux troupes de l'OTAN en Ukraine. L'OTAN n'est pas entrée là-bas en déclarant que voilà, je suis là. Le 1er mai de cette année, le 1er mai dernier, justement en Russie, on a exposé les armes des pays membres de l'OTAN, entre autres les chars Abrams, donc que les États-Unis retirent. Peut-être, nous ne savons peut-être pas comprendre. Donc, on a affaire aux armes données par les États-Unis, données par la France, données par... Ce sont les membres de l'OTAN, mais ils n'ont pas déclaré officiellement. De même, maintenant, le colonel a dit, la Pologne a dit que si on vous attaque, mais on n'a pas encore attaqué, il y a déjà des Polonais qui sont maintenant au Rwanda. Donc, ça fait que, même sans avoir dit que l'OTAN va intervenir, mais lorsque les pays membres de l'OTAN interviennent directement, on a affaire à l'OTAN. Lorsqu'on fait la guerre, madame, on regarde aussi les rapports de force. On peut avoir des fonds ou bien tout ça, on regarde les rapports de force. Donc, lorsque les missiles viennent, justement, vous pouvez avoir un moral haut, mais justement, vous ne saurez rien faire. Donc, je termine par là pour dire que
le Rwanda est déjà bien équipé par les pays de l'OTAN. Nous aussi. Qu'on ne fasse rien. Il n'y a rien. Non, c'est Madame, c'est moi qui ai la parole. Que les autres puissent être tranquilles, se tranquilliser. Non. Moi, je n'interviens pas pour les autres, que les autres me respectent. Donc, que l'OTAN n'intervient pas directement en Ukraine, mais l'OTAN n'intervient pas directement au Rwanda. Donc, que nous aussi, nous puissions avoir des armes de pays autres que l'OTAN. Pour dissuader. Quel membre de l'OTAN. Donc les forces dissuasives doivent parler. Oui, madame, rapidement. Merci beaucoup, madame. Il y a un film qui va bientôt sortir. J'ai oublié le titre du film. Bureau 2. Et dans ce film, on parle... Bureau 2 en termes de maman. Non, on parle de la guerre de l'Est. Et un monsieur a dit, le Congo est victime de ses richesses. Et comme nous sommes victimes de nos richesses, pour protéger nos richesses, il nous faut une armée forte. Le Rwanda peut avoir l'OTAN devant sa porte. D'ailleurs, ça prouve que c'est un pays faible. Il compte sur les autres. Le Rwanda peut avoir l'OTAN. Le colonel vient de dire tout à l'heure que l'Europe a des problèmes et ça se voit aujourd'hui lorsque vous écoutez les informations. L'Europe a des sérieux problèmes. L'Europe est en déclin. Demain, ça sera les États-Unis. Donc, on n'a pas à avoir peur. À nous de travailler pour que notre armée soit une armée forte, puisque nous sommes victimes de nos richesses. Comptons d'abord sur nous. Il y a un spot qui passe à la RTNC, où le président dit nous devons avoir conscience que nul ne viendra défendre notre pays, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons travailler, comme le colonel dit toujours, parce que c'est une personne ressource, mais qu'on n'utilise même pas dans notre pays. On attend qu'il meure et qu'il aille avec toute l'intelligence qu'il a, alors que c'est une ressource sûre pour le pays. Nous devons travailler sur notre armée, outiller notre armée. Beaucoup d'argent est débloqué pour l'armée. On doit aussi voir dans le concret les résultats. Où sont ces soldats? Où sont ces commandos? Où sont comment on les appelle, les parachutistes? Ils sont où? La force navale, elle a quoi? La force terrestre a quoi? La force aérienne a quoi? C'est ce que nous devons savoir aujourd'hui. Les bombes, elles sont où? Nous les fabriquons où? Les armes, nous les achetons où? On ne doit pas avoir peur d'avoir une collaboration, des rapports avec la Russie sur la défense, parce que nous avons le droit de nous défendre. On ne doit pas tout le temps aller vers l'ami de notre ennemi qui ne nous donnera rien, parce que vous avez vu avec la visite du chef de l'État, dans le concret, nous n'attendons pas grand-chose. Mais si aujourd'hui nous embrassons la Russie, parce qu'une belle femme a le droit d'embrasser qui elle veut, nous, la République démocratique du Congo, embrassons qui nous voulons à cause de notre beauté. Si la Russie nous fait les yeux douces, allons-y. Au moins, nous allons assurer notre défense, assurer notre souveraineté nationale, parce que les autres ne sont pas prêts à nous aider. Tout à fait. On doit brandir notre beauté. Oui, monsieur Jean-Luc Kaka. Moi, je vous remercie. Je remercie les co-débatteurs et les téléspectateurs. Mais moi, j'ai quelque chose que je médite. Les Nations Unies utilisent les aéronefs de la Russie. Donc, les avions qui volent, 80% des appareils proviennent de la Russie, des Nations Unies. Et la force nucléaire de la Russie se repose à l'Ukraine. C'est comme ça que Poutine aurait fabriqué un humoriste pour gérer l'OTAN. Donc, Poutine aurait fabriqué un humoriste président pour comprendre le fonctionnement de l'OTAN, y compris les Américains. Parce qu'il n'y a que deux pays plus proches du monde, c'est la Russie et les États-Unis. Alors, il y avait un stratège comme président. Poutine a pensé, pour comprendre les appareils que l'OTAN utilise, à fabriquer un humoriste. Et l'humoriste doit parcourir le monde pour comprendre les forces de l'OTAN. C'est une notion géostratégique. Alors, la force nucléaire de la Russie repose dans l'Ukraine.
Et l'Ukraine a des scientifiques et des gens. Il y a tellement de scientifiques qui peuvent faire décoller, atterrir un appareil avec des avions à bord des petits appareils, même à l'intérieur, même là où les pistes ne sont pas dans le raison de la normalisation. Ils sont ukrainiens. Et les Nations Unies utilisent ces deux pays, entre guillemets, donc un seul pays, mais subdivisé en deux dans la géostratégie. C'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. Le pays stratégique pour les atterrissages et les décollages des appareils dans le monde. Nous devons retenir ça. Alors, le Congo doit capitaliser ces deux pays stratégiques dans ses relations. C'est-à-dire les experts des balistiques, d'atterrissage et autres. Je n'ai pas assez de notions dans l'aérospatiale. J'allais partir faire le coma d'aviation à l'époque. Et donc, le pays doit avoir ces deux pays-là, la Russie et l'Ukraine. Pour avoir des avions qui circulent ici, c'est Antonov, russe, Nations Unies, russe. Et ce genre de stratégie, je voulais, oui. Ouais. Ce genre de, parce qu'il y a des mathématiciens, des physiciens, des astrophysiciens. Vous savez, les États-Unis sont devenus forts après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils ont tout volé les schémas des Allemands. Tout ce qui est appareil bombardier, c'est le schéma allemand. Qui ont travaillé directement. Tous les savants allemands sont partis aux États-Unis. Alors, pour le moment, l'Europe et les Américains ont besoin de tout détruire dans la stratégie pour prendre tous les mathématiciens, physiciens, astro à leur service pour avoir les schémas. Mais ils ne seront pas. Alors, nous devons être prudents. Ça, c'est un de deux. Okay. Le maréchal Mobutu est parti sur base de deux bases. Colonel Luang, base de Kamina pour servir les Américains, Kitona pour l'OTAN. Et les Nations Unies ont utilisé l'Entebbe pour faire l'opposition sur les choses. Donc l'Entebbe, c'est en Ouganda. Maintenant, ils sont l'OTAN avec le Rwanda. Mais avec rapprochement, parce que la base stratégique que l'OTAN veut, c'est Kitona. Les Américains, c'est Kamina pour les gestions et tout consort. Ce qui fait qu'en installant Roland Désiré Kabila, ils pensaient la même chose, mais ils ont vu que l'esprit patriotisme de Marc Mao est coré. Et ils n'ont pas eu. Ils ont pensé encore au président Kabila, mais sans le Front patriotique, parce qu'il a fait une réunion de 8 heures avec les humanoïdes, ces multinationales. Et il a dit le Congo ou niet. En pensant aussi que le président Tshisekedi va faire la même chose, il se rend compte que le courant patriotique. Le vrai problème ici, que tous les successeurs après Mobutu ont le courant patriotique. Et cette guerre que lui l'annonce, le courant patriotique, on ne va pas les laisser. Et comme conséquence maintenant, c'est l'incidence sociale, politique et économique de toutes ces guerres. Nous devons nous préparer avec un assaut patriotique du pays. Quand on sent que tout le monde est mobilisé contre la guerre, mais je ne parle pas de la guerre ici, c'est guérilla. En étudiant ça, vraiment, ce n'est pas de la guerre. Il faut maintenant préparer les anti-terreaux. On ne doit pas envoyer les bérets verts physiquement pas battus, tout ça. On doit préparer les anti-terreaux et les fantassés, maître Djamba, la défense. Jadis, les fantassés étaient formés à Kitona. Moi, je me réserve, moi, j'étais formé commando. Mais les fantassés sont formés à Kitona. Parce qu'il s'agit de quel type de la guerre? Ça, c'est les fantassés et les anti-terreaux, parce qu'il s'agit du terrorisme. Qui doit combattre, vous, fils de militaire, qui doit combattre la fille des militaires? Qui doit combattre? Si c'est un fantassé, il va gagner là-bas. Un anti-terror, il y a le terrorisme. Mais avec l'éveil, parce que l'heure actuelle, moi j'ai visité Mouringue sans enfants en 1994. Maintenant, Mouringue a des enfants. Les Ruzizi et les Massissi, j'en ai visité. Au regard de ce qui se passe, il n'y a pas de Virunga, on n'a pas de parc. Hein. Tout est détruit. Il y a 2000 hectares partis. Ces 2000 hectares peuvent constituer une ville qu'on ne va pas maîtriser aussi. Donc, un enjeu terrible de la réorganisation et de l'équipement. L'armée, madame, excusez,
il y a un problème d'équipement de l'armée. Notre armée a un problème. Si les bâtiments publics ne sont pas à la génie militaire, il y a un problème. Qui donne les passations des marchés? Pourquoi les privés doivent avoir les tracteurs et les génies militaires? Même dans le cas là, il y a un privé qui doit construire pour l'armée. Il y a tout un vrai problème d'équipement et d'organisation. D'accord, merci. Monsieur Eri, rapidement. Rapidement, madame, je vais toucher la cité des Roubaïa. La cité des Roubaïa, c'est une cité très stratégique. Parce que je crois que notre gouvernement devait mettre tous les moyens pour récupérer cette cité. Parce que ça donne le moyen financier à l'ennemi. Parce que sur le 100%, selon les études, il paraît plus de 60% des coltans exploités de la RDC viennent des Roubaïa. Et nous savons tous l'importance du coltan dans les entreprises électroniques, aéronautiques et dans l'aéronautique militaire et aussi dans l'astronomie. Voilà. Madame, je vais toucher ici l'échange qu'il y a eu entre notre président et le président Macron. En fait, le président Macron a une question posée par Christian Losakweno. Il a renvoyé Christian Losakweno au rapport Vincent Duclerc. Oui. C'est un rapport creux. Il n'y a rien de consistant dans ces rapports-là. C'est un rapport de 990 pages, je crois. Je l'ai parcouru, bien que pas tout, mais c'est creux. Dans ces rapports-là, François Mitterrand renvoie la responsabilité des génocides rwandais à la FPR. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Parce que la guerre FPR et Abiyarimana, c'est l'Angleterre et la France. Parce qu'on n'a pas de données, en fait. Les rapports-là, Macron a dit ces rapports fait la force de loi. À la force de loi par rapport à la question des génocides rwandais. Il fait référence à un discours de mai 2021. Un discours dont lui-même n'a pas écrit, un discours qui a été imposé par l'Angleterre et les États-Unis pour que la France puisse faire les meilleurs coups à reconnaître les génocides rwandais comme la France étant l'auteur. C'est faux et archi faux. Regardez les vidéos, visualisez les vidéos, vous allez voir, madame, que Macron n'était pas convaincu de ces discours qu'il lisait. C'était un faux et archi faux. Donc nous rejetons en bloc ces rapports-là. Je crois qu'à ce stade, quand vous avez parlé des questions, Macron a dit au Rwanda de retirer ses troupes à Kigali, comme le professeur a dit, nous avons suivi les premiers ministres rwandais et les affaires étrangères et aussi les porte-paroles là, qui portent derrière un nom congolais, Bukasa, machin, tout ça, qui refute cela. Il dit que c'est un problème congolo-congolais. Madame, mais par rapport à cette question, pourquoi ne pas diligenter une étude multidisciplinaire ou interdisciplinaire en prenant les sciences anthropologiques, de l'anthropologie physique, de la paléontologie, des génétiques et aussi de l'archéologie. Mais faire des études là-bas, avoir aussi un rapport scientifique, parce qu'aujourd'hui, la raison du M23 ou du Rwanda suggère que l'équipe vous les appartient aussi. Mais la science peut nous donner des réponses à cette question. Même l'histoire. On peut l'établir. En fouillant, en menant des études, des fouilles archéologiques, des analyses sur les crânes, des analyses archéologiques sur le manuel des ustensiles utilisés. On peut voir quel genre de culture était là-bas, quel genre de peuple habitait là-bas, de quelle année à quelle année, avec la datation, avec le carbone. On peut identifier et dater cela. Et puis déterminer maintenant quel genre de peuple ont habité là-bas pour mettre un terme à cette question des Tutsi rwandais, congolais plutôt. Il n'y a pas une ethnie qui s'appelle Tutsi congolais. C'est faux et archi faux. Si aujourd'hui on va encore présenter ce dossier-là au chef de l'État, Monsieur le Président, Président de la République, cuisinier national, comme j'aime bien vous appeler, vous êtes l'âme de cet État. Si l'âme quitte le corps, c'est que le corps est mort. Donc, il n'y a pas une ethnie qui s'appelle Tutsi congolais. Ça n'existait pas et ça n'existera jamais. Nous pouvons apporter de preuves, mais il faut que l'impulsion vienne d'en haut. Merci beaucoup. On termine avec Maître Djamba, parce que c'est le deuxième tour des tables.
Madame, je crois que tout a été dit. Je me joins à la position de l'honorable Robert Ngambi, qui parlait de la psychologie des guerres. Je voudrais ici nous dire qu'on ne devrait pas avoir peur, tout simplement. Si le professeur Kassongo Mungangi parlait de l'OTAN, si on attaque le Rwanda, voilà, c'est l'OTAN. Je reste fermement convaincu qu'aujourd'hui, c'est difficile de mettre à feu et à sang la RDC. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est vrai, hier, les guerres étaient essentiellement nucléaires. Aujourd'hui, les guerres ne sont plus essentiellement nucléaires. Avec la transition écologique, où la RDC continue de s'affirmer comme pays solution, avec ce que nous avons comme massif forestier, avec ce que nous avons comme ressources en eau, avec ce que nous avons comme biodiversité et avec ce que nous avons comme ressources stratégiques et minéraux stratégiques, il est très difficile de mettre la RDC à feu et à sang. Parce que les États qui voudront mettre les pays, la RDC, à feu et à sang, regardez, tout ce que nous avons comme potentiel pour nous affirmer comme pays solution, ne sauront pas eux-mêmes subsister. Parce que nous sommes la solution face à la crise climatique. La guerre ne sera pas essentiellement nucléaire. S'ils décident, en fait, ils vont faire une forme d'auto-suicide. On ne doit pas avoir peur. On doit attaquer. Je rejoins les colonels, on organise la défense, on va en assaut patriotique, comme tout ce qui a été dit ici, sans crainte. On les fait avec toute l'énergie et la vigueur nécessaires. Je crois que c'est de cette manière. Tous les États, parce qu'aujourd'hui c'est le Rwanda, on avait parlé de la Pologne, on n'a pas la capacité anticipative pour déterminer quels sont les États qui seront toujours là pour nous agresser demain. Et tout ce que nous avons comme marionnettes, comme le chef de l'État les appelle souvent, on sait d'où ça vient. Hier, c'était le mouvement RCD. Ça a pris la connotation rwandaise, on a changé, c'est devenu le CNDP. La connotation rwandaise est encore apparue, on a changé pour faire le M23. Et aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, le M23 est en train de disparaître pour laisser place à l'AFC. En fait, c'est une guerre de nomenclature. Mais en réalité, le vrai ennemi, c'est le Rwanda. On attaque le Rwanda et je vous assure, on ne doit avoir peur de rien parce que ce que nous avons comme apport sur les réseaux climatiques fera en sorte que tous ces États qui voudront mettre le pays à feu et à sang ne sauront eux-mêmes subsister. Voilà. Cela se passe de tout commentaire. Mon colonel, on a fini. Et je pense que toutes les autorités, en commençant par le président de la République, Madame la première ministre, et celui qui sera installé comme président de l'Assemblée nationale. Et vous avez parlé encore, quatrième, c'est le cours des tribunaux, vous avez parlé de... Ok, d'accord. Alors je pense que tout le monde a du pain sur la planche. L'émission... au travers de cette chaîne du développement. La RTNC2, par Forum des médias, met devant vous tout ce qu'il faut. Alors, au cuisinier national, parce que nous avons tous les ingrédients, nous lui avons présenté, c'est à lui de concocter ce plat qui fera plaisir, qui va permettre au peuple congolais de regagner ce regain de la grandeur que nous avions dans le temps, grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'appui de son peuple par les analyses qui sortent de cette table va pouvoir faire en sorte que nous puissions parler d'une émergence, de l'émergence de notre pays et du rôle que nous sommes appelés à jouer dans les concerts des nations. Merci. On se retrouve à la prochaine occasion avec le même plaisir et la même énergie. Merci pour cette énergie avec laquelle vous avez animé l'émission d'aujourd'hui. Merci.